Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Elvire Mujic, je suis le directeur du site de Saint-Étienne de Minalogic. Minalogic est le pôle de compétitivité du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre mission est de fédérer des acteurs de l'écosystème du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Les acteurs, ce sont les entreprises, de la start-up, PME, ETI, grands groupes, les laboratoires de recherche publics et privés, les établissements d'enseignement supérieur. Et nous les fédérons autour de projets de synergie, de développement économique innovants. Donc je vous remercie d'être là. Nous remercions également les organisateurs du SIDO de nous permettre d'être partenaires cette année encore de cet événement. Et je remercie également les organisateurs du SIDO de me permettre d'animer cette conférence. Cette conférence, aujourd'hui, nous allons échanger autour de problèmes et d'enjeux, environnementaux, comment réduire l'empreinte carbone de la tech. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'objets connectés, de plus en plus d'usages, de plus en plus de matériel électronique, de plus en plus de génération de données, de plus en plus de communication, de transfert de données, de plus en plus de traitement et de stockage de ces données. Dans quelques temps, le moindre objet sera connecté et moi, je vous avoue que ça me fait peur, ça me donne le vertige. Et il est grand temps que nous prenions conscience et que nous prenions des actions pour réduire notre empreinte carbone. Et il est grand temps que les entreprises prennent des actions également dans ce sens. Donc aujourd'hui, pour échanger là-dessus, nous avons Lise Malbernard, qui est je vous en prie. Managing Director de Sapient en France, qui est la filiale technologie, stratégie et expérience du groupe Publicis. Et on accompagne nos clients dans leur grande transformation, le changement de modèle d'affaires, grâce à justement notre multidisciplinarité. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Xavier Perret, je travaille chez Microsoft, donc je suis en charge d'Azure. Donc, on va en parler parce qu'on va forcément parler du cloud. C'est la face cachée. Hein. Donc, Azure, c'est le produit cloud de Microsoft, parce qu'on connaît bien Microsoft sur Teams, Office 365, etc. Mais donc, Azure, c'est le cloud pour les entreprises. Et donc, ce qui est vraiment la face, derrière l'iceberg, hein, derrière de potentiellement la consommation technologique et son impact environnemental dont on va parler. Bonjour à tous, Charlie Ami, je suis CTO de Ayrton, qui est un bureau d'études spécialisé en Internet des objets, basé à Lyon. À ce titre, on accompagne des entreprises pour les aider à réaliser leurs solutions IoT. On conçoit l'électronique, on fait du logiciel embarqué, du cloud, enfin toute cette chaîne de l'Internet des objets. Et donc, à ce titre, si on n'a pas de spécialité sur le sujet du carbone, on a traité des projets qui étaient en relation ou à contrario, qui n'allaient pas forcément dans le bon sens. Et je pense que je suis là pour partager une vision d'un acteur parmi d'autres dans le numérique qui se pose des questions. Merci à vous. Je rappelle juste que cette intervention est enregistrée et qu'elle est également diffusée via la plateforme SIDO Pulse sur Internet et que tous les contenus d'aujourd'hui et de demain seront disponibles après l'événement en replay. Du coup, nous vous proposons de commencer, de garder quelques minutes à la fin pour puissiez poser des questions à nos intervenants et il faudra se rapprocher du micro. Lise Malbernard, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous préciser ou nous rappeler les grands enjeux de l'empreinte carbone par les technologies, s'il vous plaît? Juste un chiffre, donc on dit que le numérique dans son ensemble, donc vraiment toute la chaîne de valeur, à la fois la production du matériel, le transfert des données, le stockage des données, c'est à peu près 3,7% des émissions de gaz à effet de serre. Pour comparaison, une industrie que je connais très bien, c'est l'agriculture, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, pour relativiser. Mais du coup, c'est à peu près équivalent à l'aéronautique quand on parle du numérique, sauf que sur l'aéronautique, on regarde que la consommation de fuel, mais on ne regarde pas toute la chaîne. Donc ça, c'est à peu près le chiffre à retenir. Après, moi, je dirais qu'il y a 3 grands enjeux. Le premier, c'est la tech pour la tech. Donc c'est comment est-ce qu'effectivement on travaille sur, de manière intrinsèque, l'impact de la technologie sur l'environnement. Après, le deuxième, c'est comment on utilise la technologie pour réduire
l'empreinte carbone d'un certain nombre de procédés, de processus industriels, de grandes fonctions des entreprises ou de grandes industries. Je parlais de l'agriculture, on aura l'occasion de parler de cas où en net, effectivement, si on prend juste la tech pour la tech, il y a un impact négatif, mais si on prend tout le procédé de bout en bout, on voit que la technologie permet de réduire l'empreinte numérique d'un grand nombre de processus industriels. Et le troisième point, c'est comment la technologie permet aux consommateurs d'aujourd'hui d'être beaucoup plus informés sur justement l'impact de la mode. On a vu sur l'agroalimentaire, par exemple Yuka, comment ces applications donnent de la transparence en fait, sur, de manière générale, l'impact d'un certain nombre d'industries sur l'environnement. Donc je pense que c'est à peu près les 3 enjeux sur lesquels on peut élaborer aujourd'hui. Donc fort intéressant. Alors, peut-être pour compléter sur les premiers enjeux, comme disait Elise, donc vu aussi Microsoft, on va faire un peu de mathématiques du carbone ce matin, ce que je vous propose un peu d'expliciter. En fait, il y a un lien direct entre finalement la croissance économique ou la croissance du PIB et puis la consommation d'énergie, alors qu'elle soit due donc à l'ensemble des industries. Et donc la croissance de l'énergie est aussi corrélée positivement avec la croissance du CO2. Et on sait aujourd'hui qu'évidemment, relâcher du CO2 dans l'atmosphère a un effet direct sur le réchauffement climatique. Et donc le sujet, c'est comment, finalement, l'un des gros enjeux, c'est comment on découple complètement cette croissance économique, qui est inévitable de toute façon, avec la croissance du CO2 derrière. Sachant qu'on va mesurer l'impact de nos activités sur la croissance du CO2 sur 3 horizons ou 3 périmètres. Le premier périmètre dans une entreprise en général, c'est ce qu'on fait directement, c'est l'impact qu'on a directement des salariés ou de notre propre activité. Le deuxième périmètre, c'est celui qui est indirect, c'est-à-dire par exemple l'électricité qui est utilisée pour qu'une entreprise puisse fonctionner. Et donc c'est l'impact de cette production d'électricité. Et puis le troisième périmètre, c'est tout ce qui est autour sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production des équipements pour permettre l'activité de l'entreprise jusqu'à l'utilisation même des produits de l'entreprise par ses propres clients. Historiquement, les engagements un petit peu de l'ensemble, y compris de Microsoft, étaient sur les 2 premiers périmètres. Aujourd'hui, donc ce qu'on a annoncé aussi au sein de Microsoft, c'est qu'on s'attaquait au 3e périmètre et qu'on prend un engagement assez fort, voire très fort, très ambitieux, d'être complètement carbone négatif sur les 3 périmètres. Et pour vous illustrer, cette année chez Microsoft, on a à peu près relâché 16 millions de tonnes de CO2. Sur le premier périmètre, c'est à peu près 100 000 tonnes. Sur le deuxième, c'est 4 millions. Et sur le troisième périmètre, du coup, c'est 12 millions. Donc ça vous donne une idée de l'impact qu'on a indirect et donc de l'engagement au niveau de la technologie, même si elle a un impact direct qui peut être relativement limité, mais comment prendre en compte au sein même de nos propres produits, alors cloud, on pourrait parler Xbox, Office 365 aussi, mais l'impact indirect de l'ensemble de la chaîne de valeur derrière et comment finalement on essaie d'investir dans nos engagements, y compris sur les technologies, on va le voir, de capture de carbone, d'afforestation, de reboisement, etc. En prévision de cette conférence, je me suis replongé un peu dans les chiffres et notamment dans les rapports du Shift Project qui a sorti un rapport. Donc c'est une association française qui regroupe des scientifiques et des ingénieurs autour de ces sujets-là et qui essaie de rassembler des chiffres, qui publie des préconisations et qui regroupe des chiffres. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que effectivement, le numérique représente une part non négligeable des émissions de carbone qui est comparable à l'industrie de l'aviation. Mais surtout, c'est une production de carbone qui a une forte croissance de l'ordre de 8 à 9% par an. Or, dans les objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes lors des accords de Paris, on devrait plutôt être sur une pente de moins 4% d'émissions de carbone par an sur l'ensemble de la société. Donc clairement, les choses ne vont pas dans le bon sens et il va y avoir un gros changement à faire dans nos usages pour passer d'une société, quelque part d'un mode de fonctionnement, nous, dans nos développements de solutions, dans ce qu'on réalise et dans notre travail, où on était plutôt dans un mode d'abondance de l'énergie, des capacités de calcul, de stockage, etc., à rentrer dans un mode où, à contrario, il va falloir rentrer dans une sobriété. Et non seulement les nouvelles choses qu'on produit, il va falloir qu'elles soient beaucoup moins consommatrices, mais même il va falloir effacer des choses qui étaient déjà existantes. Donc non seulement il faut que ce qui soit nouveau soit moins émetteur, mais qu'on arrive à effacer des choses qui sont déjà existantes. Donc les enjeux sont véritablement énormes, et le challenge est colossal, quoi. Lise, est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous dire ce que vous pensez de la prise de conscience des chefs d'entreprise et des engagements qu'ils prennent aujourd'hui sur cette réduction de l'empreinte carbone par les technologies qu'ils utilisent?
Effectivement, aujourd'hui, on est encore pas mal dans l'engagement, dans des déclarations un peu de principe. Je trouve que, enfin, pas que sur le numérique, mais sur beaucoup de sujets, on a encore du mal à passer à l'exécution. Et du coup, nous, notre rôle dans le conseil, c'est effectivement d'être un peu comme EDF sur l'efficacité énergétique, c'est de faire de l'efficacité technologique. Donc, c'est comment est-ce qu'on travaille sur des architectures qui sont responsables, des méthodes agiles qui permettent de vraiment se concentrer sur des besoins très précis et pas faire des développements inutiles. Sur le code aussi, la manière dont on code et dont on fait appel, on expose certaines fonctions, on ne refait pas des calculs qui sont inutiles. Donc, du coup, c'est aussi de notre responsabilité tous, acteurs de la technologie, d'avoir ce devoir de conseil vis-à-vis de nos clients et de, bizarrement, mais être plus frugaux en technologie, alors que peut-être à une époque, on avait tendance à survendre. Et je dirais qu'en plus, la crise économique, malheureusement ou heureusement, va aussi aller dans ce sens-là, parce que nous, on travaille sur des projets pour des groupes que je ne peux pas citer, mais où, comme ils ont besoin un tout petit peu d'argent, on est en train de revoir, par exemple, tout leur paysage applicatif, avec des vraies démarches de réduction de certaines applications, de standardisation, qui vont permettre aussi d'aller dans le bon sens. Mais je dirais qu'on n'est pas encore dans une exécution massive. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et du coup, Xavier, juste une autre question, mais vous pouvez répondre à la première. Moi, j'ai envie de dire, je suis chef d'entreprise. Est-ce qu'il existe des outils qui me permettent d'évaluer ou d'estimer justement l'empreinte carbone de mes activités? Oui, alors nous, enfin, chez Microsoft, donc, vous pourrez regarder, il y a un certain nombre d'engagements. En tout cas, on est passé à l'action. On n'est pas les seuls, hein, d'ailleurs, mais pour à la fois réduire l'impact environnemental dès la conception et l'exploitation de nos services, mais aussi de mettre notre expertise au service de l'écosystème et de nos clients, hein, qui sont intéressés par évidemment construire un avenir plus respectueux de l'environnement. Donc, pour illustrer d'abord sur nos engagements en tant que tels. Donc, en fait, le premier point, finalement, on est tous plus ou moins des entreprises tech, c'est qu'il faut s'appuyer sur les sciences et les maths. C'est-à-dire, pour pouvoir changer les comportements, y compris des entreprises et des personnes, déjà, il faut correctement mesurer et mettre à disposition des outils pour le mesurer sur, comme je disais auparavant, sur les 3 périmètres. C'est-à-dire, pourquoi les 2 périmètres initiaux étaient ceux, en général, traités? C'est parce que c'est ceux qui sont le plus faciles à mesurer, le 3e étant extrêmement plus difficile. Donc, côté Microsoft, on a pris des engagements d'être carbone négatif en 2030 sur l'ensemble des 3 périmètres, et d'ailleurs d'avoir effacé notre dette carbone sur l'ensemble des 3 périmètres en 2050 depuis la naissance de Microsoft. Voilà. Ce qu'on met à disposition pour vous répondre vis-à-vis des entreprises, c'est qu'on a mis à disposition, il y a déjà 6 mois, en mode preview, dans nos outils Azure, sur mise à disposition des entreprises, un calculateur de durabilité. Alors, c'est pas évident le mot durabilité derrière, c'est Sustainability Calculator, qui est la capacité de voir l'impact environnemental sur les 3 périmètres de sa consommation Azure. C'est-à-dire, pour une entreprise, imaginez tout simplement aujourd'hui un développeur, un administrateur cloud d'une entreprise, et finalement, il est capable, alors même presque complètement en temps réel, alors qu'il développe, alors qu'il utilise des ressources Azure Cloud derrière, de voir l'impact environnemental qu'il peut générer donc en millions de tonnes CO2 relâchées. Et d'avoir ensuite des recommandations pour améliorer, comparer et finalement améliorer. Alors pas au niveau du code, qui est une tendance aussi dont on parlera peut-être sur le Green IT, mais déjà au niveau de l'utilisation même des ressources cloud. Et derrière, tous nos services, d'ailleurs qu'on consomme derrière, reposent sur du cloud. Donc derrière, si le système en back-office est vertueux, derrière, et si on a une conscience des développeurs au sein des entreprises ou des partenaires IT ou des ESN, qui ont déjà ce feedback-là, on passe déjà par le premier feedback et des recommandations pour améliorer, mécaniquement, on devrait commencer à avoir des comportements d'inclusion directement de cette problématique dans le design des services. Nous, c'est ce qui est en train de se passer au sein de Microsoft, puisque pour vous illustrer, on a une bourse carbone interne, donc dans le côté adoption des employés. Donc chaque entité de Microsoft a une taxe carbone sur sa consommation, historiquement sur les 2 premiers périmètres, qui est en train de s'étendre sur le 3e périmètre. Donc en gros, sur les 2 premiers périmètres, ça coûte $15 la tonne de CO2 relâchée. Et donc, ce n'est pas un shadow fee, si vous voulez, interne, c'est des espèces sonnantes et trébuchantes dans le P&L de la division de l'entreprise. Et donc, selon son activité et la façon dont elle va s'améliorer, elle va plus ou moins payer cette taxe carbone.
Et donc ça a des comportements intéressants au niveau de l'ingénierie, puisque quand les gens vont commencer à designer une Xbox, la réutilisation des serveurs dans les data centers d'Azure, etc., ils vont mécaniquement penser à « Ah oui, mais comment je fais pour améliorer ça ?» Et pas seulement sur finalement les deux premiers scopes, c'est-à-dire le côté direct finalement du serveur, par exemple, dans data center, mais aussi le côté indirect du « Ah oui, mais si la personne, elle utilise ce serveur-là, quel va être son impact indirect et donc comment je prends en compte ça dans les services de demain sur le cloud. Et ça a généré plein de projets R&D, pour la petite histoire, hein, qui sont en cours, dont on a communiqué. Des projets, par exemple, un projet qui s'appelle Natic, qui est un projet de data center dans l'eau, dans la mer, qui est complètement vertueux, hein, mais qui permet d'avoir des data centers dans l'eau et d'avoir un circuit de refroidissement indirect complètement vertueux. C'est en Écosse, vous pourrez regarder. Ou des projets de stockage sur verre, hein, ça s'appelle le projet Silica, qui est encore un projet R&D, qui est de stocker de façon indéfinie sur le verre, en fait, en codant en voxel, pour vous dire, parce que ça fait partie des nouvelles technologies de laser ultra-optique. Et quand on commence à pouvoir, de façon un peu infinie, stocker finalement, on n'a pas besoin d'énergie pour maintenir ce stockage-là. Et donc, mécaniquement, on va utiliser beaucoup moins d'énergie. Donc, on va directement d'ailleurs, ne relâcher moins d'émissions de CO2. Donc là, on est vraiment sur le sujet qui est, quand on consomme du cloud, comment on va réduire nos émissions nettes de CO2. Pour moi, la clé, la tech, par définition, en fait, la technologie va émettre du carbone. On va fabriquer du matériel, ne serait-ce que pour les data centers, pour remplacer des pièces, on va émettre du carbone, on va les transporter. On va consommer de l'énergie, de moins en moins, mais on va en consommer quand même. Donc le bilan par défaut, par définition, est négatif. Nous, acteurs de l'Internet des objets, pour moi, la clé du succès de ce qui est fabriqué, c'est les usages. C'est-à-dire ce qu'on va apporter, qu'est-ce que ça vient remplacer, qu'est-ce que ça va faire disparaître comme usages qui sont encore plus problématiques que la tech. C'est vraiment le plus gros levier. C'est-à-dire que faire une solution IoT, et parfois on a même l'IoT maintenant a un peu mauvaise image sur certaines de ces choses-là, mais qui serait très gadget. On a vu les explosions de gadgets connectés ces dernières années au CES, même si ça s'est un peu calmé, je pense. Mais voilà, on est passé par un maximum sur ces sujets-là, qui ont donné une mauvaise image de ces choses-là. Voilà. Pourquoi connecter une cafetière si finalement je peux appuyer moi-même sur le bouton quand je mets mon café? Il y a des questions comme ça qui se posent. Ou faire des panneaux d'affichage en ville qui seraient très consommateurs en énergie, qui ne seraient pas vus. Il y a des tas de manières d'utiliser la tech en ayant un très mauvais bilan carbone, évidemment. A contrario de ça, on voit des sujets, et notamment des sujets B2B, enfin des sujets dans l'entreprise, qui vont améliorer les procédés, et typiquement sur l'entretien de réseaux. On peut penser à Linky ou des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire on est capable de relever des choses à distance, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup moins de véhicules sur la route qui vont se déplacer pour aller faire de la maintenance peut-être ou intervenir à des endroits où il n'y a pas besoin d'intervenir. Et donc là, dans ce type de cas d'application, très clairement, la tech apporte un gain. Le bilan global de ces solutions est net positif en émissions de carbone, quoi. Donc les usages, pour moi, est la première clé. Donc les questions sont à se poser finalement souvent en amont, au moment de la décision du lancement de ce projet, même si les bilans ne sont pas forcément simples à dresser quand on est sur le fil. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Après, dans les usages de la tech même, je pense que effectivement, comme je disais tout à l'heure, le changement de paradigme est récent dans les esprits et commence tout juste à s'installer finalement pour les personnes qui avaient déjà pas une fibre très portée sur le sujet jusque-là. Ce sujet, on le voit de plus en plus dans l'actualité, on le voit ressortir de partout, mais c'est relativement récent, même si l'urgence est là, malheureusement. Et dans les usages de l'IT, dans la manière dont on forme aujourd'hui des ingénieurs informatiques, dans la manière dont on fait du développement, dans la manière dont on fait de la conception électronique, on conserve encore la manière de fonctionner qu'on avait jusque-là dans une société où il n'y avait pas à se restreindre finalement sur les ressources, sur l'énergie qu'on dépensait. Donc c'est encore tout nouveau. Mais je pense que les acteurs qui se positionnent aujourd'hui sur ces sujets-là vont prendre de l'avance sur des choses qui sont inéluctables. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, il va falloir travailler sur ce bilan carbone. Et probablement que des cadres réglementaires vont finir par s'imposer à tous pour travailler dans un mode de sobriété et pour faire des conceptions de systèmes qui aillent dans le bon sens. Ce que vous auto-imposez finalement en interne chez Microsoft,
risque d'être la norme d'ici quelques années. Et donc les acteurs qui se lancent dès maintenant là-dessus, ou les personnes qui travaillent cette sensibilité et qui travaillent les outils qui y sont liés, prennent de l'avance finalement sur tout le monde, quoi. Moi, je voudrais compléter juste sur, parce qu'effectivement, on est sur une conférence tech, et il y a beaucoup de use cases. Je pense qu'on sous-estime l'impact de la tech au sens large. Donc, effectivement, l'IoT en particulier, l'intelligence artificielle, sur ce que ça peut apporter pour améliorer effectivement des processus qui pourraient être moins consommateurs, en tout cas moins impactants pour l'environnement. Bon, je vais prendre quelques exemples parce que déjà, chez nous, par exemple, on utilise massivement l'AI pour réutiliser les serveurs. Et on a pris des engagements supplémentaires. Il y a à peu près sur Azure 3 à 5 millions de serveurs en service. Et donc, un des gros enjeux, c'est le recyclage, c'est les déchets. Et donc, on est en train de déployer massivement l'intelligence artificielle pour non pas simplement repérer le serveur, il a en moyenne 5 ans d'âge, le serveur. C'est une fois on estime qu'il est finalement caduc, en fait, à l'intérieur, pas mal de composants pourraient être utilisés. Donc, comment on identifie ces composants-là, comment on les répertorie, les inventorie, comment ensuite on les réutilise dans la chaîne de valeur et la chaîne de supply, ce qui évite double effet. C'est évidemment de ne pas reconstruire, de ne pas réutiliser des chipsets, par exemple, tout neufs. Donc là, il y a un impact direct. Mais aussi tout ce qui est supply chain associé, c'est-à-dire réutilisation locale. Donc c'est un concept qui s'appelle circularity. Voilà, comment on rend circulaire finalement, et donc une meilleure utilisation des ressources. Et je pense que l'AI et l'IoT ont une vraie promesse de comment je réutilise des ressources existantes en les connectant, en changeant les processus, en évitant effectivement une personne qui va les maintenir en faisant de la maintenance prédictive, en utilisant l'intelligence artificielle pour détecter des choses qu'on pourrait réutiliser ailleurs. Voilà, on a beaucoup de projets qui commencent à naître là-dessus, soit d'ONG qu'on accompagne, puisqu'on a un programme d'accompagnement d'ONG qui s'appelle AI for Earth, en l'occurrence, soit d'entreprises même, de grandes entreprises qui se posent ces questions-là dans le processus, dans leur propre bilan carbone derrière. Juste un exemple du coup sur la partie agriculture, on dit 18% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a énormément d'exemples et d'ailleurs Microsoft travaille beaucoup sur ces sujets-là et Sapiens aussi sur l'agriculture de précision. Donc c'est effectivement, j'ai été au salon de l'agriculture il y a 2 ans, on m'avait posé la question, j'ai un peu réfléchi depuis, mais c'est qu'effectivement c'est un système qui est assez gourmand en data, en capteurs, donc en petit matériel pour aller identifier la qualité du sol, le degré d'hygrométrie, capter des données satellites sur un certain nombre de parcelles. Mais derrière, on a des résultats qui sont quand même phénoménaux, à la fois sur l'amélioration des rendements et surtout sur la réduction, parfois jusqu'à 70% des produits phytosanitaires. Donc on a relancé ce matin le débat sur les néonicotinoïdes, si vous avez écouté la radio. Du coup, ce genre de solution, net, on parlait de l'impact net à la fin, est extrêmement positif. Donc il y a énormément de cas d'usage sur la logistique aussi, l'optimisation des tournées. Et après, il y a un certain nombre d'habitudes, ce que tu disais sur l'utilisation du matériel. Par exemple, les PC, on les utilise 3 ans parce qu'en fait, c'est l'amortissement financier d'un PC. Donc comment est-ce qu'on fait pour garder 4 ans, 5 ans tous nos matériels? Comment est-ce qu'on fait, par exemple, qu'on est consultant pour éviter que le client nous donne un PC alors qu'on en a déjà un? Enfin, il y a tout un tas de petites actions qu'on peut faire comme ça, qui sont infimes à l'échelle d'un individu, mais quand on parle d'un parc applicatif de milliers, par exemple, de consultants ou de salariés d'une entreprise, ça, c'est vraiment des solutions qu'il faut regarder et par lesquelles on peut vraiment facilement commencer. Alors, du coup, vous avez commencé à exposer quelques exemples d'applications où la technologie permet fortement de réduire l'empreinte carbone. C'est vrai que l'agriculture est a priori un grand contributeur dans cette empreinte carbone, mais vous avez évoqué rapidement, je crois, la logistique ou les transports. Est-ce que vous avez d'autres exemples un peu plus, dans ces secteurs-là, que vous pourriez nous décrire un peu plus? J'ai d'autres exemples. Du coup, je parle pas totalement lié à l'action. Non, moi, j'ai pas d'exemple en tête sur le recyclage des déchets parce que c'est assez naturel. Donc, à la fois il y a une petite start-up qui démarre qui s'appelle Onliver qui permet justement cet usage de mon déchet avant de me poser la question où est-ce que je le mets, etc., de pouvoir le scanner. Et donc, on utilise l'intelligence artificielle pour automatiquement le reconnaître, soit via le code barre, soit via sa forme, pour ensuite pouvoir mieux le trier. C'est bête, mais ça passe par là aussi. Je peux parler de Surfrider, qui est dans l'identification des déchets plastiques dans la mer, par exemple,
qui est une histoire incroyable. Dans l'agriculture, pardon, moi j'ai un exemple que j'aime bien qui s'appelle En direct des éleveurs, qui est un agriculteur qui a... en fait, on s'est rendu compte avec cet agriculteur qu'il avait énormément de données, parce qu'effectivement, l'agriculture en fait, collecte plein de données, et il est producteur de lait. Et donc, il souhaitait faire un lait, pas forcément ce que bio, mais finalement, à la fin, quelle était la bonne méthode pour faire un lait qui était respectueux de l'environnement, qui optimisait finalement de l'ensemble de la chaîne, à quel moment est-ce que je nourris mes vaches, à quel moment je les trais, à quel moment, et leur impact carbone. Voilà, on sait très bien ce que ça peut relâcher aussi de ce côté-là. Et donc, on a collecté énormément de données, on a bougé tout ça, et puis on a trouvé finalement un pattern, un certain nombre de patterns, et il l'a mis à disposition. Il le met à disposition un peu en mode open source, comme l'est aujourd'hui très Microsoft sur Azure, à d'autres éleveurs pour finalement dire voilà la bonne façon de faire du lait qui est respectueux de l'environnement, avec le bon coût, le bon dosage, etc. Donc c'est un bon exemple d'une réinvention d'une chaîne de valeur classique, finalement, mais à disposition, et comment on le met à disposition finalement de l'écosystème. Après, moi, je voudrais juste revenir sur des startups qui sont peut-être autour, ou des entreprises qui sont autour dans l'IoT, puisqu'il y a tout ce qui est smart building, donc on va trouver Energism, Ecovadis pour mesurer l'empreinte RSE, donc Energism plutôt smart building ou Experience, enfin, des entreprises comme ça qui sont plutôt sur maintenance prédictive, sur finalement je n'ai pas besoin d'envoyer quelqu'un et je peux à distance réparer les choses, qui de facto ont un impact. Et je pense que le sujet, il est de plus en plus comment on le mesure pour mieux que les gens l'adoptent au jour le jour, puisqu'on est à la fois citoyen, donc finalement nous-mêmes avec nos modes de comportement, mais aussi nos modes de comportement en entreprise. Et c'est là où tout le développement de Green IT, du développement vert qui va se nourrir, qui va commencer, est extrêmement important. Moi, je vais vous prendre un exemple, parce que je le prends toujours, donc il va être ravi encore, c'est mon fils. On va dire que je parle souvent de mon fils, mais c'est vrai. Il a 15 ans et demi. C'est intéressant parce que il utilise, évidemment, il va utiliser du cloud. Il est un peu développeur, il fait un peu tout et n'importe quoi. C'est pas grave. Il fait de l'IoT, en l'occurrence. Et il a flashé sur le calculateur dont je parlais, Azure. Et évidemment, on a regardé ce qu'il consommait sur ces petits projets. Pas grand-chose, donc on ne va pas dire que c'est lui qui. Mais ça l'a vraiment marqué sur le côté « Ah ouais, mais je vais le prendre en compte sur la façon dont je fais les choses et sur mon projet ». Et rien que ça, si on arrive à faire ça sur les communautés de développeurs, dans l'agilité DevOps, et donc aussi au plus haut des entreprises, dans le côté « Mais vous avez les outils à disposition déjà ». Commencez déjà à ça, parce qu'on est capable de le mesurer. Encore une fois, je pense que les sciences et les maths peuvent nous aider à mesurer vraiment cet impact-là, si c'est correctement mesuré. Juste un petit repère, ce calculateur est aussi labellisé, donc c'est pas juste Microsoft qui le mesure. Il y a un certain nombre d'organismes qui le mesurent de façon indépendante pour qu'évidemment ce soit correctement mesuré derrière. Mais on voit que ces jeunes générations aussi sont les développeurs d'aujourd'hui, de demain. Si eux, nativement, prennent en compte ça et les bons modes de développement probablement demain, je pense qu'on aura des services, soit des services qui sont beaucoup plus respectueux dans la façon de les proposer, parce qu'il ne s'agit pas d'enlever ces services-là, qui ne sont pas d'entertainment, de tout ce que vous voulez, mais aussi de découvrir ou de réfléchir à des services qui, effectivement, impactent positivement, comme le disait Charlie derrière, autour de l'IoT, de l'intelligence artificielle, etc. Et donc, finalement, le terreau technologique, il est déjà là. Le cloud et tous les cloud providers ont des engagements. Microsoft, je pense, est ambitieux là-dessus pour que cet impact-là soit négatif demain. Et je pense que ça peut rendre, évidemment, des modes de comportement assez vertueux. Mais n'oubliez pas que nous sommes deux personnes à la fois. À chaque fois, on est quelqu'un dans l'entreprise et quelqu'un dans la maison. Et donc, c'est les deux, finalement, sur lesquels il faut être sensible dans nos propres consommations de services numériques. Du coup, j'ai envie de poser une question à Charlie. Charlie, par exemple, je suis un chef d'entreprise et je viens vous voir, je viens voir Ayrton et je dis voilà, je voudrais un mouton à 5 pattes avec plein de fonctions qui fait plein de choses parce que mes clients veulent la solution du couteau suisse à 10 000 lames. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et comment c'est super, nous travaillons on ensemble? va vous faire un très très gros devis. Alors c'est une démarche qui existe chez nous, qu'on essaie de développer, justement de prendre de participer. On essaie d'être partenaire sur les projets plutôt que sous-traitant, et on aime bien les projets où on interagit tôt avec le client, justement pour être dans cette phase de cadrage d'usage. Ça va avec les méthodologies agiles, ça va avec ce genre de choses, mais au-delà de ça,
l'expérience que nous, on a, par exemple, sur le fait d'avoir fait de nombreux projets IoT dans différents secteurs, etc., peut nous amener un éclairage sur une expression de besoin d'un acteur dont ce n'est pas la spécialité, qui va venir avec justement la liste au Père Noël de tout ce qu'il imagine dans son service, et puis je veux toutes les applications mobiles possibles, je veux avoir des interfaces web, je veux avoir toutes les fonctions disponibles à tous les utilisateurs en permanence, etc. Il y a un accompagnement à faire là-dessus sur quel sens ça a pour l'utilisateur final. Et déjà, bien souvent, quand on interroge les utilisateurs finaux, quand on va creuser comment est-ce que ça va s'intégrer dans leurs utilisations au jour le jour, cette nouvelle solution qui va être mise à disposition, comment est-ce que ça va s'intégrer dans leur quotidien? Est-ce que véritablement, ils vont passer leur journée sur ce nouveau service web à côté des 10 autres qu'ils utilisent déjà pour le reste de leur processus industriel, par exemple? Et quand on creuse, on se rend compte que bien souvent, on attend trop des nouvelles solutions qu'on va développer, et qu'en réfléchissant bien, on peut mettre le focus sur des choses beaucoup plus pertinentes et qui, à la fin, vont coûter moins cher en développement, vous permettent d'avoir quelque chose de disponible plus rapidement et peuvent vraiment rentrer dans les usages des utilisateurs finaux. Bon, Et du coup, réduire l'empreinte carbone. et indirectement réduire l'empreinte carbone. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance parfois, quand le budget n'est pas extrêmement contraint, à l'usine à gaz, c'est quand même un terme que tout le monde connaît et qui est une réalité. Et, D'où le nom. d'où le nom. En plus, c'est gaz carbone maintenant. Donc il faut arriver à travailler ça en amont. Ça se travaille vraiment en amont. Je pense que c'est sur les usages que ça se travaille, en compagnie des utilisateurs. Et parfois, on arrive à des solutions. Par exemple, nous, pour parler concrètement, parce que je dis des choses très abstraites, mais originellement, Ayrton était sur une activité de justement gestion à distance d'installation photovoltaïque. C'était le service, en fait, avant de devenir une entreprise de service. C'était le produit. Qui existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. L'expérience de ça, c'est qu'il y a tout un portail web avec toutes les fonctions possibles, des graphes, des choses, des rapports en ligne, etc. Mais quand on regarde dans les usages, finalement, la demande qui répond à plus de 90% des utilisateurs, c'est d'avoir un rapport mensuel sur l'état d'activité de cette installation. Donc si quelqu'un se lance sur un sujet comme ça de gestion à distance, d'installation, ce genre de choses, peut-être que ça suffit. Et ça coûte beaucoup moins de temps en temps de développement, ça va coûter beaucoup moins d'activités serveur, de beaucoup de choses finalement, de produire un envoi par mail mensuel à des utilisateurs qui leur donne un rapport synthétique, qui leur arrive, qui leur est poussé plutôt qu'ils aillent se connecter, qu'ils aient oublié un mot de passe, que ce soit compatible avec leur tablette, avec leur téléphone, avec leur ordinateur, etc. Ça va coûter beaucoup moins de temps en développement, ça va coûter moins d'énergie aussi à faire exécuter, peut-être une infrastructure qui va être plus réduite. Enfin, tout ça va dans... Voilà, c'est pour donner un exemple d'un cas concret IT où on aurait envie de faire beaucoup de choses, mais finalement, on peut répondre avec beaucoup moins, quoi. Voilà. Juste pour donner d'autres perspectives, sur l'Internet des objets, ce qui est particulier, c'est que finalement, on a déjà des outils qui vont dans le bon sens, puisque on a l'habitude de travailler sur de l'électronique et de l'embarquer, qui est par définition un univers qui est contraint. C'est-à-dire que un développeur pour objets connectés, il va travailler sur du bas niveau, il va être dans l'optimisation de beaucoup de choses, ce qui n'est pas du tout la mentalité d'un développeur cloud, comme je le suis, où on a connu les vagues du big data, maintenant du machine learning, on fait du Kubernetes, on abstrait tout, des machines virtualisées, etc. Et finalement, les ressources ont l'air d'être infinies. Et on n'a pas du tout cette culture de la contrainte. La contrainte, pour nous, acteurs tech, ça peut être c'est une bonne chose. C'est stimulant, c'est une opportunité. Et donc, c'est pas forcément si sombre que ça de basculer dans ce monde de la sobriété. Mais juste une petite question, qui est en dark mode sur son téléphone, sur ses applications? Pas mal. Ouais, mais c'est parce que c'est la conférence qui attire. Il y a un rapport de causalité, évident. Mais c'est pas tout le monde. Donc, je ne sais pas ce que c'est le dark mode. Voilà, dark mode, c'est pour mettre moins de luminescence, donc de moins consommer, c'est de mettre ses applications avec un fond sombre, dans lequel toutes les applications ont intégré ça maintenant, effectivement. Et je repensais par rapport à ce que tu disais, effectivement, qui est les jeunes générations et les développeurs en particulier sont tous en dark mode. C'est un bon signe, d'ailleurs. Ça veut dire que la conscience, elle est quand même là. Maintenant, c'est comment nous, on permet ça dans toutes nos entreprises, les dirigeants aussi qui comprennent ça. Mais c'est quand même, ça fait partie, dark mode, pour moi, c'est un bon élément de l'adoption de, est-ce qu'on est conscient de ça? C'est-à-dire au jour le jour, en fait, quelque part.
Juste pour rebondir sur la partie marketing, parce que j'ai quand même une grande partie de mes collègues qui travaillent dans la publicité, la com et le marketing. Et du coup, il y a une tendance, ça rejoint les usages, moi, sur le slow content. Donc, il y a eu un moment où, effectivement, la tendance était d'envoyer plein de mails un peu à tout va, à n'importe qui, n'importe quand. Et on voit que les générations actuelles, enfin les nouvelles générations, sont beaucoup plus slow content, donc du contenu de qualité, mieux ciblé, c'est là où on a besoin de la technologie et des données, et qui répondent vraiment à des attentes individuelles. Et on voit que le contenu, la production de contenu a augmenté de 800% ces 5 dernières années, avec un taux d'engagement qui a baissé de 89%. Donc il y a aussi une prise de conscience de tout l'écosystème marketing, digital marketing et pub autour de ça. Et ça revient un peu à ce qu'on disait sur le dark mode, mais il y a aussi des manières de éco-concevoir des campagnes de publicité. Et donc le groupe Publicis s'est engagé à avoir 100% de ses campagnes éco-conçues d'ici à 5 ans, à la fois sur la production qui prend 70% à peu près de l'impact carbone, mais aussi sur le design des campagnes, des mails, des applications qui sont utilisées derrière. Il y a toute une réflexion qui a été faite et donc mesurer effectivement l'impact de la campagne marketing de bout en bout, y compris sur je vais tourner en France et je ne vais pas tourner à l'étranger. Je vais utiliser un décor qui va être recyclable et pas quelque chose que je vais jeter. Donc il y a énormément une prise de conscience aussi dans ce domaine du marketing. On a parlé de la supply, de l'agriculture, mais qui est très forte et qui est aussi demandée, encore une fois, par les consommateurs. Donc c'est une tendance de fond qui interpelle déjà les entreprises. Moi, pour compléter, il y a une étude de PricewaterhouseCoopers qui explique qu'une adoption accélérée de l'AI dans une sélection même limitée de l'industrie mondialement pourrait booster le PIB de 4,4% et réduire de 4% en même temps les émissions de CO2. Donc, ce n'est pas du tout incompatible, effectivement. Pour vous dire une idée, ça représenterait 2 gigatonnes de CO2. C'est à peu près l'émission combinée alors, je vais regarder exactement, l'Australie, le Canada et le Japon d'ici 2030. Donc, il y a bien, effectivement, via l'utilisation de la technologie, alors IoT, AI, et puis des modes et des best practices, il peut y avoir un impact sans pour autant, au contraire, limiter la croissance, voire au contraire, pouvoir développer des choses qui correspondent aux différents métiers, qu'ils soient marketing, qu'ils soient supply chain, etc. Pardon. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la seule solution, mais je pense qu'elle peut y contribuer. On entend dernièrement parler de projets de développement de retraitement ou de stockage du carbone, ce qui permet donc du coup, ce qui nous autorise entre guillemets à toujours continuer à en produire parce que par ailleurs on le transforme pour réduire son impact. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors juste pour bien préciser, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses, donc l'approche de Microsoft, c'est bien clairement réduire nos émissions de CO2, donc dans notre propre activité, via l'adoption interne, via la technologie et les nouvelles technologies dont j'ai parlé, l'utilisation de technologies d'AI, etc. Donc il y a un engagement très fort de réduction des émissions directement sur l'ensemble des périmètres. C'est aussi utilisé évidemment de manière massive et encore plus l'énergie renouvelable déjà pour ça. Et ensuite, effectivement, Microsoft a pris des engagements très ambitieux d'utiliser les technologies de captation du carbone. Donc, comme je disais, afforestation, reboisement, captation du carbone, des technologies qui aujourd'hui sont encore pas totalement terminées. Mais voilà, Microsoft a estimé qu'il fallait lancer la mécanique donc sur 2 aspects. Le premier, c'est un fonds de $1 milliard qui ne suffira pas, mais qui est un premier pas pour dire les autres entreprises, suivez-nous quelque part pour déclencher des startups ou d'autres entreprises qui vont développer ces technologies et les rendre accessibles. Important, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le plus difficile. Et puis, la deuxième partie, qui est un appel d'offres qui a été lancé cet été par Microsoft pour dire « Je veux choisir quelqu'un dès aujourd'hui pour certaines technologies de captation de carbone ». Aujourd'hui, ces technologies-là, comme je disais, elles sont encore chères. Il y a des entreprises qui ont décidé de commencer aussi à les utiliser comme nous, malgré le coût, pour lancer ce mouvement-là. Dans nos engagements de réduction des émissions nettes et d'être carbone négatif à 2030, et d'avoir effacé la dette à 2050, la dette carbone complètement, il y a la prise en compte de l'évolution probable de ces technologies derrière, donc pour, forcer le mouvement derrière. Je pense que c'est effectivement la captation de carbone, la réduction brute, du CO2, est inévitable, en tout cas, si on veut faire ce découplage dont je parlais initialement, entre croissance
économie, croissance d'énergie et émissions de carbone derrière. Merci. Donc, je vous propose de passer au mode question. Du coup, s'il vous plaît, les conditions sanitaires nous imposent que vous vous approchiez du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Non, mais c'est pas ça, parce que je réfléchis, parce que moi j'en ai en interne, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'évidemment naturellement en interne, on voit l'effet évident sur le recyclage de déchets, sur des sujets comme ça, où c'est assez évident que la technologie l'AI appliquée au recyclage de déchets a permis, et donc les engagements qu'on a pris correspondent à cette extension-là, pour dire on continue dans cette voie-là et on l'élargit, etc. Donc ces exemples-là sur le recyclage des serveurs, l'éco-conception de la Xbox, la nouvelle Xbox par exemple, est un bon exemple de comment on l'a pris en compte nativement et ça n'a pas augmenté le coût de la Xbox. Voilà. Je suis plus, parce que je réfléchissais sur, j'ai pas forcément les données, sur nos clients qui utilisent ça. Le calculateur Azure là, de durabilité, il est récent. Pour moi, donc moi, j'ai pas l'impact quelque part de gens qui ont commencé vraiment à l'utiliser de façon massive. Il est encore en mode preview. Par contre, je suis convaincu que le fait de donner du feedback sur cet élément-là, nativement, de facto, va améliorer les choses. Parce que ne serait-ce que d'avoir les chiffres modifie les comportements. Et donc ça, et comme on l'avait quand c'était la mode du développement et agile, et on voulait le feedback du client, et nativement avoir le feedback du client, voilà, nous rend des applis moins compliqués, plus adaptés aux clients, etc. Je pense que c'est la même chose derrière. Maintenant, des sujets à grande échelle, j'allais dire, ils restent tous à construire ensemble, y compris avec des partenaires comme vous, probablement, Ayrton, etc. Au contraire. Et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des partenaires autour et des clients qui s'engagent là-dessus de façon un peu ambitieuse. On n'est pas les seuls. Il y a une coalition qui s'appelle Transform to Net Zero qui s'est lancée cet été aussi, dont fait partie Danone, Nike, etc., qui va dans ce sens-là aussi d'utiliser plus massivement pour mieux voir l'effet. Voilà. Maintenant, je n'ai pas d'exemple concret au-delà de ceux qu'on a cités, qui sont des exemples de processus où on voit assez naturellement derrière l'effet que ça peut générer en termes d'impact. Moi, je vais répondre tout à fait honnêtement, non, à notre échelle. Ayrton, on n'est pas une société qui est identifiée spécifiquement comme Green IT, et ça ne fait pas partie encore de notre positionnement. Et donc, on vit ce que tout industriel du secteur finalement vit, c'est qu'aujourd'hui, cette question-là n'existe pas en fait dans les projets. Il y a des velléités plutôt autour de la communication, et encore, c'est ponctuel. Mais sur les projets industriels en soi, c'est pas encore une attente, le bilan carbone. La contrainte va être souvent plutôt de l'ordre du coût, et donc indirectement sur les matériaux qui vont être utilisés, sur la quantité de serveurs qu'on va exploiter. Mais ça a un effet pervers qui est que justement, les gains en coût d'hébergement de serveurs, d'année en année, finalement, ça coûte moins cher de la puissance de calcul et du stockage. Et ben, on a cet effet rebond qui fait que peut-être on a des bilans carbone qui sont de moins en moins bons avec l'avancement des bilans carbone des cloud providers. Donc, je pense que ce sujet-là va arriver. On le voit apparaître chez des acteurs qui sont plutôt de l'ordre des acteurs publics. Les projets Smart City, les projets Smart au sens large. Il y a ces éléments-là qui concernent les aspects écologiques et bilan carbone, mais qui sont, en tout cas dans ce que nous on a rencontré, qui ne sont pas encore chiffrés aussi précisément qu'on pourrait l'être. Mais c'est une vraie opportunité et je pense que ça va apparaître, ça va venir. C'est ce qui est hyper intéressant dans la décennie qui s'ouvre, c'est qu'en fait on vient d'une décennie où c'était de tout numérique, comme on disait, sans contrainte. Et là, on va devoir passer au numérique responsable. Et donc, c'est maintenant, en fait. Donc, on a beaucoup d'engagements, ce qu'on disait, pas encore complètement d'actes, et en tout cas de preuves tangibles, enfin, de résultats concrets. Donc, c'est cette décennie-là qui va nous permettre de lancer vraiment ces projets-là. Donc, je pense qu'on est au début de quelque chose de très intéressant. Encore une dernière question. Si vous pouvez, s'il vous plaît.
sont distribués dans le cloud. Et il y a chez Microsoft une tradition de produits très lourds avec énormément de fonctionnalités. Est-ce qu'on pourrait aller vers des produits plus allégés et modulaires et qu'on n'ait pas l'obligation de travailler avec le cloud pour le grand public? C'est des questions larges, hein, mais c'est une bonne question. Donc sur la première réponse, elle est super simple. Moi, je travaille dans une entreprise, certes américaine, mais c'est une entreprise de société privée. Donc elle n'est pas... donc elle n'a pas de lien avec le politique. Et donc les engagements de Microsoft sont ceux de Microsoft mondial, qui ont un impact en France, hein, clairement. Je rappelle, Microsoft France, c'est à peu près 2000 employés en France. Je pense que Microsoft France, ça fait 30 ans, hein, que Microsoft est en France. Et draine tout un écosystème de partenaires, etc. Donc évidemment, en tant qu'employé Microsoft en France, nous sommes impactés parce que nous sommes vertueux là-dessus. Nous avons des data centers en France aussi, donc qui suivent la même logique de sensibilité et d'engagement vis-à-vis de notre bilan carbone global. Donc ça, c'est une première réponse. Il n'y a pas de différence, si vous voulez, là-dessus. En revanche, on sent une sensibilité extrêmement forte de nos clients français à participer, à contribuer. Je parlais de Danone, mais on en a d'autres. On a fait des choses avec Schneider sur EcoStruxure, à participer à ça et à être partenaire de Microsoft là-dessus. Sur le deuxième point, moi je suis Azure, donc si vous voulez, c'est... Xavier, je suis désolé, l'heure c'est Du l'heure. coup, c'est ça, c'est l'heure, c'est l'heure. Je Bon, vous on laisse- discutera ensemble. Je vous laisse 5 secondes, et puis après je vous remercie. J'ai pas de réponse toute faite, donc c'est facile si vous voulez là-dessus, puisqu'on est sur l'utilisation des services Microsoft derrière. Désolé, nous sommes pris par le temps. En tout cas, nous vous remercions. Merci je beaucoup, vous remercie. Merci.